C'est quand même un vécu qui était assez intense dans ma vie en 2009. J'avais 23 ans à l'époque. J'étais quelqu'un de très... qui faisait beaucoup de rugby, beaucoup de fitness. J'avais ma copine, mon appart. Bref, j'avais une vie... Qu'on pourrait dire normale. Normale. Elle est toujours un peu normale, mais on va dire j'avais une vie très très conventionnelle, très posée, très très standard. Voilà. Et puis, je me souviens qu'à cette époque... Mais je suis aussi sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis ou bien dans le sentiment qui vont émerger en eux. J'avais une amie à l'époque qui m'avait proposé de faire ce qu'on appelle un rêve lucide, un rêve chamanique, un voyage chamanique, voilà, c'était ça, un voyage chamanique. Donc à cette époque, franchement, le chamanisme, je m'y intéressais pas du tout. Et je me suis dit, bon, ben, soyons curieux. J'étais curieux quand même. J'étais même pas plus intéressé que ça, mais j'étais très ouvert sur tout. Du coup, j'y suis allé. C'était dans le canton de Fribourg, hein, tout simplement. C'était une collègue de boulot qui m'avait invité à aller avec un groupe de personnes. Je me souviens que quand on était entré dans la salle, il y avait une dame qui se présentait comme chamane. L'entrée était 10 francs. Elle m'avait fait rentrer gratuit, donc j'avais apprécié la chose parce que... Sinon, là, tu aurais peut-être pas mis 10 francs pour un truc qui... Bah, peut-être, oui, 10 francs. Ouais, franchement, 10 francs, c'était pas grand-chose. Franchement, c'est pas grand-chose. En plus, elle me faisait rentrer gratuit. Allez, je me suis dit, allez, on y va. Mais j'ai trouvé très sympa de sa part. Après, dans la salle, il y avait quoi, une quinzaine de personnes. C'était suisse-allemand, hein, c'était vers Fribourg. Donc, je comprenais pas tout. Hein, je suis pas bon suisse-allemand. Cette chamane, elle était là. Donc elle nous a invités, tous les participants, à nous coucher, nous asseoir, nous mettre dans des positions confortables dans la salle. Moi, je me souviens que je m'étais couché. J'étais un peu fatigué par ma journée de travail, c'était le soir. Du coup, j'étais à 2 doigts de dormir, mais j'ai pas dormi en fait, hein, mais j'étais quand même bien reposé. Et la chamane, là je vous raconte en très synthétique, hein, sinon je peux vous parler des heures. On a le temps. D'accord. Et vous savez, en fait, cette chamane, elle a fait sonner des instruments de musique qui étaient présents, des instruments à percussion. Voilà, bol tibétain, des cloches, des petits tambours, je sais pas comment on appelle ces instruments. Je trouvais ça sympathique, très exotique, très sympa. Et c'était la première chamane que je rencontrais de ma vie. Hein. Mais elle était habillée de manière standard. Hein. Elle n'avait pas des plumes sur la tête. Hein. Elle avait l'air très sympathique. Et voilà, donc je me suis laissé emporter par tous ces petits sons qui étaient censés nous nettoyer énergétiquement. Voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis, à un moment donné, cette chamane, elle a tapé dans un gong. Alors un gong, il faut bien vous dire que c'est un instrument de type en cercle, de 1 mètre de diamètre. Donc dès qu'elle tape dans le gong, il y avait quelque chose il y a un son qui est sorti du gong, et il y a une vibration qui a de suite bouleversé quelque chose qui était en moi. Mon corps, il s'est tout de suite figé, statifié. Et là, je me demandais, mais bordel, qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui n'étais pas du tout spirituel, ouvert à tout ça, et tout d'un coup, je me lâchais face à un exercice où il fallait se lâcher. Et là, je me fais avoir par un son qui me provoque quelque chose de corporel extrêmement puissant. Ça me bloquait. Je ne pouvais plus bouger. J'ai accepté de... Alors, j'ai très vite compris qu'il se passait des choses dans cette salle que je ne maîtrisais plus. Pourtant, je suis très rationnel, hein, mais j'ai compris que là, il y avait des choses, des forces qui me dépassaient, qui étaient présentes. Et sur le moment, je me suis dit, allez, on accepte ce qui va se passer, on accepte le processus qui se met en marche. Je ne sais pas, j'étais dans l'inconnu le plus total, mais j'ai accepté. J'ai accepté de suivre ce qui allait se passer. Très perturbant. J'avais pas forcément peur, mais je me questionnais énormément. Et puis aussi, d'un côté, c'était une période de ma vie un peu spéciale où j'étais perdu professionnellement. Puis je me suis dit, allez, il arrivera quelque chose de juste, quoi qu'il se passe. Mais je ne sais pas quoi. Cette conviction que... Une conviction, choisi, hein. Voilà, quelque chose d'intime au fond de moi où je me suis dit, bon, ça y est, il se passe quelque chose, accepte-le. Mais c'est vrai que c'est incroyablement perturbant. Hein. Et petit à petit, je sentais le bas de ma colonne vertébrale, donc j'étais couché sur le dos. Hein.
petit à petit, je sentais vers le bas de ma colonne vertébrale mon bassin qui se surélevait tout doucement. Puis je me suis dit, mais bordel, mais je me suis couché sur une bosse. Puis en fait, non. C'est mon bassin qui petit à petit se surélevait tout seul. Et à un moment donné, je comprenais que c'était pas ma volonté. Je savais que c'était pas ma volonté, mais je comprenais qu'il y avait une force qui faisait surélever mon bassin. Pas la mienne, pas celle d'un autre. J'étais bien présent, j'avais les yeux fermés, mais j'étais bien présent, j'entendais les sons du gong. Bien sûr, la chamane, elle tapait dans le gong, et à chaque fois qu'elle tapait dans le gong, elle attendait que le son il s'estompe complètement avant de retaper dans le gong. Et du coup, voilà, c'était un processus qui avait duré environ 30 minutes. Je vous l'explique, je continue. Et petit à petit, voilà, mon bassin se surélevait, et petit à petit, même ma respiration, je la contrôlais plus. Elle se faisait plutôt lente, profonde. Et mon corps, il était toujours satisfait. J'ai pas essayé de me battre pour sortir de cet état, j'ai accepté. J'ai complètement accepté. Et petit à petit, c'était mon dos qui commençait... En fait, je commençais à comprendre, à voir que mon dos commençait à se voûter, petit à petit. Ça commençait vers le bas de la colonne. Et plus la chamane, elle tapait dans le gong, plus cette force, elle montait. Plus ma respiration était lente et profonde, et plus cette force, elle montait le long de ma colonne vertébrale, ou en tout cas au niveau central, au niveau corporel. Elle montait, elle est arrivée jusqu'au cœur. Elle est montée le long de mon corps, vers le haut de mes cervicales. Et quand elle était au sommet de mes cervicales, il faut bien imaginer que j'avais mon corps complètement voûté vers l'arrière. Donc c'est vraiment un scénario qu'on voit normalement que dans les films d'horreur. Mais c'est vrai que c'était complètement flippant, mais j'ai quand même accepté de suivre tout ce processus. Et tout d'un coup, je commençais à comprendre que cette force, elle allait rentrer à l'intérieur de ma tête. Elle montait, et elle allait rentrer dans ma tête. Et je me suis dit, mais si cette force, elle est capable de me voûter le dos dans ma tête, qu'est-ce qu'elle va faire? Étrangement, j'étais... c'est étrange, mais c'est des drôles de moments. Je me suis dit, allez, je vais peut-être mourir. Et j'ai accepté de mourir étrangement à cette période de ma vie. J'avais vécu pas mal de choses. Enfin bref, je me suis dit, allez, c'est mon temps. Et puis je me suis dit aussi, si je vis un truc avec une force supérieure, ça veut dire qu'il y a bien une vie après la vie. Mais j'ai aussi vécu tout ça avec une énorme humilité, parce que je savais que je maîtrisais plus rien. Il fallait tout simplement se laisser aller. J'ai laissé rentrer cette force dans ma tête, et là mes yeux se sont révulsés. J'avais les yeux qui sont devenus blancs. Ma tête, elle s'est levée vers le haut. Et voilà, j'avais toujours ce dos voûté. Et pendant 1 minute, j'ai eu un énorme mal de crâne. Cette énergie était à l'intérieur de ma tête. Alors elle faisait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais c'est vrai qu'elle a fait bouillonner mon cerveau. Ça a été assez douloureux, cérébralement. Et puis à un moment donné, la chamane, après avoir tapé 6 ou 7 coups dans le gong, elle a plus tapé dans ce gong, et mon corps il s'est remis normalement à plat. J'étais sous le choc de ce qui s'était passé, mais je n'arrivais pas trop à me questionner. Je suivais le groupe qu'il y avait dans cette salle de manière un peu scolaire. Mais je ne comprenais toujours pas ce qui s'était passé, je n'arrivais pas à mettre des mots. Et c'est vrai que pendant la suite de ce stage, de cette cérémonie, elle a encore tapé dans des gongs, non, tapé dans des tambours qui m'ont fait danser. Danser, c'est pas moi qui a dansé, c'est la force qui était en moi qui dansait. Donc là, après, tu t'es levé? Oui, non, j'étais toujours couché, pardon. Alors, c'était une danse couchée. Étrangement, c'est mes bras qui dansaient sur le rythme d'un tambour. Donc, ils faisaient des gestes particuliers que je ne connais pas. C'est assez... En tout cas, c'était symétrique, c'était harmonieux. Étrangement, mais c'est des danses que j'avais appris nulle part. Mais c'était mes bras qui dansaient. Hein. Et voilà, donc moi je me souviens, et encore je me souviens de cette colonne vertébrale qui serpentait comme ça, comme s'il fallait faire circuler un fluide à l'intérieur de moi. Alors, ce que je vous explique ici, en fait, ça s'appelle un éveil de Kundalini. C'est beaucoup plus connu dans les traditions orientales. Ce terme éveil de Kundalini, je l'ai connu que 4 ans après cette expérience. Donc ça a été pendant une longue période, j'ai pas su ce que je vivais. Mais c'est en tout cas des phénomènes qui maintenant sont décrits dans les littératures transpersonnelles, et même depuis 2000 et 2021, il y a des articles scientifiques
reconnus par des comités de lecture, qui viennent de sortir. Donc je suis très content que tout d'un coup ça commence à émerger d'un point de vue scientifique, mais on n'est qu'au début. Et ces éveils de Kundalini, voilà, ils sont plus connus en Orient. C'est un des buts du yoga, du yoga Kundalini. C'est une des formes de yoga d'ailleurs qui existe. Le but, c'est de faire émerger cette Kundalini qui est censée être logée dans cette tradition dans le sacrum, dans l'os sacrum. Et toute personne aurait la capacité de développer cet éveil de Kundalini. Enfin, en théorie, hein. Dans la pratique, c'est autre chose. Pour le meilleur et pour le pire. Parce que des fois, ces éveils de Kundalini sont très mal vécus, avec une terreur énorme, que la personne peut finir en hôpital psychiatrique et être considérée comme psychotique. Parce qu'après, les conséquences de ces expériences, c'est qu'après, elles développent des perceptions extrasensorielles. Je continue mon histoire. Hein. Après avoir vécu cette expérience, je me souviens le soir même, j'ai parlé à cette chamane et je lui ai demandé si elle m'avait observé et puis qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle m'a simplement dit que j'avais de l'avance, mais sans plus. Mais voilà, c'était maladroit de sa part, parce qu'elle aurait dû observer, elle aurait dû commencer un accompagnement psychologique, en tout cas un accompagnement tout court de ce que j'avais vécu, parce que c'est pas un phénomène où on se remet tout seul, il faut de l'aide quand on vit ce genre d'expérience, parce qu'il se trouve que, vous voyez, le lendemain de cette expérience, quand j'étais dans mon lit, je me souviens très bien que ça m'avait fait du bien, ça m'avait fait énormément de bien. Le lendemain, j'étais dans un état d'extase. Je pouvais regarder n'importe quoi, un stylo, une tasse. J'étais dans un état d'extase, ça veut dire que j'étais amoureux de tout. C'est une des caractéristiques des éveils de Kundalini. Et je me souviens que je pouvais simuler mentalement le son du gong, très facilement. On peut chacun se simuler une chanson, voilà, moi c'était le son du gong. Et dans mon lit, ben voilà, je me retrouvais à refaire la même posture que j'ai eue durant cette cérémonie chamanique. Volontairement ? Non, pas du tout. C'est l'énergie qui me bougeait, qui bougeait mon corps. C'est pas moi qui ai appris tous ces mouvements. Je rentrais très facilement. Il suffisait peut-être de 2-3 minutes, et je rentrais directement dans cet état de transe. Et donc, bien sûr, ça fait peur, parce qu'on comprend qu'on arrive à faire des choses qu'on n'a jamais appris nulle part, qu'on n'a pas appris à l'école, qu'on n'a pas appris même dans la religion. Et voilà, c'était extrêmement perturbant. À la limite, le problème de ces états, c'est qu'on regarde aussi beaucoup de films à la télé, de science-fiction, et il ne faut pas commencer à prendre exemple, à s'éduquer par ces films, parce que sinon on peut rentrer dans un processus d'anxiété extrême. Mais j'ai simplement dû faire face au fait de rentrer en transe facilement et de tout d'un coup faire des gestes qui ne me ressemblaient pas. Parce qu'au fur et à mesure des jours où je continuais à tester ces états de transe, parce que je les testais tout seul à l'époque, tout seul dans ma chambre, je comprenais à comprendre que mes gestes, c'était des gestes yogiques, de yoga. Mais pourtant, j'avais jamais fait de yoga dans ma vie. Je ne connaissais absolument rien du yoga. Là, je vous montre un geste un peu typique qui m'arrive très vite au début. En fait, c'est une boucle énergétique. Je pourrais même pas dire comment on nomme ça chez les yogis, mais voilà, c'est une des caractéristiques aussi des éveils de Kundalini, c'est que ça provoque chez vous des gestes spontanés, involontaires, des postures de yoga. Même si on n'a pas appris à faire du yoga, c'est l'énergie en elle-même, en fait, qui se trouve, avec l'expérience, j'ai compris que c'est une énergie intelligente, qui vous meut, comme elle me meut comme une marionnette. Et voilà, donc, pendant des années, je me suis posé la question, mais ça sert à quoi, ce truc? Ça sert à quoi d'entrer en transe pour faire des gestes yogiques que je n'ai appris nulle part? Et Kundalini, juste petite parenthèse, oui. Ça veut dire quoi? Alors, Kundalini, ça veut dire énergie en sanskrit. C'est du langage qui vient d'Inde. C'est une des plus anciennes langues du monde. C'est un concept qui est millénaire. Elle est représentée dans ces traditions comme un serpent qui serait logé au bas de la colonne vertébrale. Mais c'est symbolique, hein, c'est pas un vrai serpent.
Et voilà, donc quand on dit éveil de Kundalini, ça veut dire éveil énergétique, hein, si on traduit très en français. Donc voilà, donc ça marque énormément. Et à un moment donné, j'avais fait le choix, je me souviens, j'avais fait le choix d'arrêter complètement ces états de transe, peut-être après 6 mois, en me disant, mais si je continue à tester ces états de transe, ça va mal tourner. Ça va mal tourner ces histoires parce que je sais pas ce que je suis en train de foutre. Voilà, je vois des films d'horreur où il y a des gens qui finissent possédés comme tout. Je veux dire, quand on arrive à vivre ces états, on est ouvert à tout. On se dit que tout peut arriver. J'ai essayé de me renseigner sur des sites internet, des fois New Age malheureusement, qui m'ont pas beaucoup aidé, qui m'ont dit « Ah, mais tu es peut-être chaman, tu as l'esprit du serpent. » Et pourtant, c'est pas ma culture et je n'y crois pas. Et je me considère pas du tout comme un chaman parce que c'est pas du tout ma culture. Et voilà, les années ont passé. 2010, j'ai commencé à faire, donc un an après, j'ai commencé à faire des études de psychologie à l'université de Genève. Et c'est vrai que ça me titillait. J'aurais bien voulu comprendre ce que j'avais vécu. Et de temps en temps, il m'arrivait de quand même essayer de voir si cet état de transe était toujours là. Puis en fait, oui, il était toujours là. Même après 4 mois, 5 mois sans tester cet état de transe, il était toujours là. Alors, ça sert à quoi de faire des postures de yoga tout seul dans sa chambre qu'on ne connaît pas? Donc, c'est pas seulement des postures, c'est aussi des respirations. C'est aussi des fois des... On sent qu'au niveau moteur, ici, ça veut parler, puis tout d'un coup, je commence à faire des sons qui ressemblent à des ohms, en fait. On se demande si on est possédé. Je me suis posé la question réellement si j'étais possédé. Il se trouve que non, en fait. Mais comment tu sais que tu n'es pas possédé? Parce que, bien que je me posais énormément de questions sur ce phénomène, vous savez, le trouble de possession, c'est un trouble qui est accepté en psychiatrie. Hein. Et on le vit très mal. On le vit de manière très agressive, on le vit avec des pertes de mémoire. Ça n'avait rien à voir avec une possession. Mais par contre, je le vivais avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Mais par contre, je souffrais de ne pas avoir de réponse à mes questions, de savoir mais à quoi ça sert et qu'est-ce que j'avais vécu. Je me souviens, j'avais noté sur Google quand j'étais à l'Uni de Genève, force du serpent, juste pour je fouillais comme ça, je surfais sur internet. Et là j'étais tombé sur le mot Kundalini, j'ai regardé ce que ça voulait dire, éveil de Kundalini. Et tout d'un coup je voyais les signes caractéristiques, et là enfin j'avais la description de ce que j'avais vécu. Parce qu'avant je me disais mais tu es schizophrène, tu es possédé, mais ça collait jamais. Et tout d'un coup je tombais sur cette description des signes caractéristiques d'éveil de Kundalini, et ça y est, j'avais mis le doigt exactement sur ce que j'avais vécu, et j'étais tombé à l'époque exactement sur le thérapeute qu'il me fallait. Il était à Genève, il connaissait ce phénomène par cœur, parce que lui-même avait vécu un phénomène un peu assimilable, et il m'a pris en charge, il m'a aidé, il m'a permis d'accepter ce phénomène. C'est pas facile de l'accepter, c'est pas facile d'être quelqu'un de très rationnel, de très posé, et de tout d'un coup vivre quelque chose de complètement irrationnel, de pas vraiment documenté en psychiatrie, en psychologie. C'est incroyablement perturbant. Il faut avoir les nerfs solides. Et on se sent terriblement seul. La solitude, c'est une des grandes souffrances de toutes les personnes qui vivent des expériences spirituelles. Voilà. Et voilà, le fait d'avoir fait ce processus d'acceptation de ce phénomène, de l'accepter, le fait de comprendre aussi que cette énergie, cette intelligence qui tout d'un coup arrive à l'intérieur de soi quand on est en transe, tout d'un coup on se rend compte que c'est la sienne. On se rend compte qu'on a aussi un pouvoir sur celle-ci parce qu'on peut lui donner une intention. Je vous explique. C'était facile pour moi à cette époque, mais ça l'est toujours maintenant en fait. Mais tout d'un coup je m'étais rendu compte que j'arrivais à soigner des gens en me mettant en état de transe. Je me mettais en face d'eux et mes mains, au lieu de faire du yoga, cette fois-ci non, elles bougeaient autour de la personne. Elles savaient exactement quel geste faire. Quand tu dis en état de transe, tu as à nouveau ce son du gong qui te vient, ou c'est quelque chose de différent? Non, en fait, avec le temps, j'ai plus simulé mentalement le son du gong. En fait, ça me venait de suite. Il n'y avait plus besoin de ce moyen pour... En moins de 5 secondes, maintenant, j'y arrive. Là, je pourrais me mettre, mais je ne vais pas le faire. On n'est pas dans le cadre. Mais c'est vrai qu'en moins de 5 secondes, maintenant, je peux y entrer. C'est très facile.
Et puis mes mains bougent automatiquement, mais comme un pantin. C'est même pas moi qui réfléchis, c'est l'intelligence elle-même de l'énergie qui sait très bien du corps, peut-être aussi. Où mettre les mains. Ou l'intelligence du corps. Tu la nommes pas forcément, c'est comme ça. Tu veux dire que c'est pas une conscientisation où tu dis je vais bouger ma main, je fais pas exprès. Voilà, en fait, c'est exactement comme un interrupteur. On met sur on et après, on maîtrise plus rien, on laisse la chose se faire. On laisse toutes les forces maîtriser ce qu'elles ont à maîtriser. Alors, je peux contrôler le off et le on, donc le fait d'entrer en transe et de ne plus rentrer en transe. Je suis totalement conscient de tout ce qui se passe. Donc, je peux aussi ouvrir les yeux. Des fois, c'est vrai que cet état de transe, il peut monter en intensité et j'ai les yeux qui se révulsent, donc ils deviennent blancs. Ça peut faire peur des fois. Donc, des fois, je demande aux patients de fermer les yeux parce que sinon, ils se retrouvent avec quelqu'un qui a les yeux en révulsion. mais c'est vrai que ça peut faire peur comme ça. Mais pourtant, il n'y a aucune peur à avoir. Et ces peurs que je vous parle, malheureusement, elles viennent souvent du catéchisme, de certains fondamentalistes chrétiens qui essayent de nous apprendre que tout ça c'est du satanisme, ou bien de certains films américains, de films d'horreur qui essaient de nous faire comprendre que tout ça, ça finit toujours mal. Et pourtant non, il faut apprendre à ne plus avoir peur de ces phénomènes. Donc voilà, c'était un long processus que j'ai dû intégrer avec les années. Et qui m'a complètement changé, même sexuellement. Hein. J'ai une autre forme de sexualité. Je suis toujours un homme comme un autre. Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir des sensations orgasmiques, mais qui ne sont pas au niveau génital, mais qui sont au niveau du cœur, au niveau des mains. C'est une toute autre manière d'apprécier la vie, de la goûter. Et voilà. Et quand j'observe d'autres personnes, parce que maintenant je suis psychologue et je m'intéresse aussi aux personnes qui ont vécu des éveils de Kundalini, d'autres personnes, hein, et il y en a pas mal, mais elles se taisent. Moi j'ose parler, voilà, parce que je suis psychologue, je l'ai vécu, j'ai quand même envie de sensibiliser la population sur ce phénomène. Et quand je parle à ces autres personnes, je veux dire, on se reconnaît les uns les autres. On sait qu'on a tous vécu des choses très particulières, et il faut qu'on essaye de faire en sorte de se retrouver pour ne pas rester déjà seul, dans une solitude extrême, pour avoir un minimum de réponses à nos questions, bien qu'elles soient minimes, elles sont déjà énormes, basées sur des articles scientifiques et pas sur des religions particulières, parce que maintenant, justement, on a la chance d'avoir des articles scientifiques sur ces sujets, depuis, comme je vous ai dit, 2020-2021, et tant mieux. C'est un domaine qui est complètement émergent. Je vous ai dit avant l'émission que j'ai beaucoup étudié les expériences de mort imminente. Vous savez, pendant des années, les expériences de mort imminente, ça a été vu comme paranormal. C'est des gens qui sont un peu allumés, qui étudient ces phénomènes. Et pourtant, aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui sont faites sur ce domaine. Je pense que ce sera pareil pour le domaine des éveils de Kundalini. Peut-être aujourd'hui, les gens qui vivent aussi ces phénomènes, ils ne savent pas le nommer. Comme moi, à l'époque, je ne savais pas le nommer. Ils vivent des phénomènes et ils se croient peut-être possédés. Et on voit aussi à côté, on a vu des articles, je ne sais pas si vous les avez lus, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se croient possédées aujourd'hui dans nos sociétés. Des gens de culture souvent étrangères. C'est des récits que j'ai entendus. Ouais. Et c'est vrai que ce serait mieux de passer par un psychologue avant d'aller voir directement un exorciste. Ou bien il faudrait que les exorcistes ils soient sensibilisés au domaine de la psychologie. Normalement, ça doit être le cas chez les catholiques. Voilà, c'est une grande aventure. C'est le moins qu'on puisse dire. Et tu as un peu une réponse maintenant de ça.